Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder ensemble 3 sujets en bourse que je vous présente de suite dans le sommaire. Tout d'abord, on va regarder des nouvelles qui sont tombées sur Apple et qui ont clairement provoqué du mouvement en bourse pour cette action. Et pour rappel, je parle souvent de cette action déjà parce que je l'ai en portefeuille et aussi parce qu'elle pèse 7% du S&P 500 et donc forcément elle a de l'impact sur les marchés. Ensuite, dans la deuxième partie, on va parler d'un livre parce qu'on est peut-être sur le point d'avoir beaucoup d'informations sur Tesla et notamment des choses qui pourraient impacter l'entreprise. Donc on en parlera en deuxième partie, c'est un livre qui va sortir d'un auteur d'ailleurs très connu. Et en fin de vidéo, on parle un petit peu de la rationalisation que je continue à faire sur mon portefeuille et je ferai un petit peu une réflexion ouverte sur ce que je pense faire. Commençons par l'action Apple. Donc tout d'abord, l'action aujourd'hui elle est presque sur un plus haut historique, cependant on voit qu'effectivement elle a bien corrigé sur les derniers jours, tout simplement parce qu'il y a eu une nouvelle dont on va parler. Et aussi pour information, j'ai 20 actions en portefeuille, comme ça vous savez combien j'ai d'actions et ça me permet de continuer avec vous à jouer à la transparence sur ce que j'ai en portefeuille. Et si on va directement sur Interactive Broker, donc vous voyez ici ma ligne de 20 actions. Et si je clique sur la position en elle-même, on voit effectivement qu'on retrouve ici mes 20 actions et avec 255,7% de gains latents dessus. Maintenant, ce qui s'est passé, l'entreprise, elle a fortement corrigé et d'ailleurs on voit ici un article de journaux qui cherchent tout le temps à faire plus de vues où ils écrivent qu'effectivement on a perdu 200 milliards de dollars de capitalisation sur Apple. Et effectivement, si vous allez mesurer, ça a bien eu lieu. Globalement, la nouvelle, c'est que la Chine va interdire les iPhones pour les employés du gouvernement et des officiels, donc des gouvernements en Chine, et donc ça a forcément fait un petit peu un vent de peur puisque la Chine est très importante d'un point de vue de la fabrication mais aussi des ventes pour les iPhones et pour d'autres produits d'ailleurs pour Apple. Mais il ne faut pas non plus oublier que les ventes d'Apple ont ralenti ces derniers trimestres. Globalement, il y a eu des difficultés économiques à travers le monde. Les personnes ont eu moins d'argent disponible en grande partie à cause de l'inflation. Et donc les ventes ont ralenti, on le regardera après d'ailleurs. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on va avoir la semaine prochaine l'annonce de l'iPhone 15, donc mardi. Et donc on va voir ce qu'ils annoncent. Peut-être que ce sera de bonnes nouvelles, de nouvelles technologies. Et je veux aussi dire qu'on arrive en fin d'année. Et ici, je vous ai mis un premier écran de MacroTrend. Et vous voyez, je vous ai mis en jaune à chaque fois le dernier trimestre. Il ne faut pas oublier que Apple, généralement, le dernier trimestre, donc avec Noël, etc., c'est là qu'ils font les meilleures ventes. C'est un business qui est assez cyclique et c'est flagrant ici si vous prenez le chiffre d'affaires. Et vous retrouvez aussi le ralentissement, voire même la baisse du chiffre d'affaires dont je vous avais parlé sur la fin du graphique ici. Maintenant, je tiens à le rappeler, Apple pèse 7% du S&P 500 et donc l'entreprise peut à elle-même faire bouger le marché. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire à titre personnel? Est-ce que je panique? Est-ce que je vends? Est-ce que je conserve? On va essayer de répondre à cette question. Et évidemment, comme j'aime le rappeler à chaque fois, ce n'est pas parce qu'on aime une entreprise et un business model ou peu importe ce qu'il y a sur le business d'un point de vue qualitatif qu'il faut le payer à n'importe quel prix. On cherche à faire de l'investissement et donc du retour sur investissement. Et si on achète une entreprise trop chère parce que le marché est peut-être trop optimiste en ce moment, et bien même si c'est une très belle entreprise, on peut très bien mettre des années à retrouver son argent, voire même ne jamais retrouver son argent. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, et aussi évidemment je ne vous donne aucun conseil, vous êtes responsable de votre propre argent, je ne fais que partager ce que je fais, on peut passer sur les chiffres. Donc tout d'abord sur les revenus, on va retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a eu clairement un ralentissement sur 12 mois glissant du chiffre d'affaires, et vous le retrouvez ici en trimestre, ce qui indique donc que l'entreprise, en effet, elle a ralenti, et c'est pas étonnant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ralenti dans la technologie, et même de façon générale dans les produits, la vente aux particuliers, simplement parce que les gens ont eu moins d'argent, en grande partie à cause de l'inflation. Après, ça c'est ma vision des choses, peut-être que vous voyez un problème fondamental dans le business, mais pour moi c'est principalement lié au ralentissement économique. Maintenant on peut aller voir rapidement des ratios historiques, et je tiens à le préciser, ici on n'est pas du tout là pour faire une analyse complète, c'est pas l'objectif de cette vidéo. On va maintenant voir le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc c'est ce qu'on appelle le price to sales, et en fait c'est rien de plus que la capitalisation boursière divisée par le chiffre d'affaires. On voit que jusqu'en 2018-2019, où moi j'ai principalement acheté l'entreprise, pour information c'était août 2019, juillet et août 2019 de souvenir, on voit qu'on était sur un ratio de 3,5 et on a ensuite explosé au cours de 2020 et aujourd'hui on est sur des prix par rapport au chiffre d'affaires qui se baladent entre 7 et 8 et on descend au plus bas à 5,5, 6. Donc c'est extrêmement élevé pour une entreprise qui n'a pas non plus une croissance énorme, on est sur une entreprise qui est mature. D'ailleurs si vous regardez la croissance en composé sur les 5 dernières années du chiffre d'affaires, on doit se balader entre 10 et 12% et il se pourrait d'ailleurs que cette valeur vienne à baisser puisque les ventes ralentissent et elles mettront quelques mois voire quelques années à être reflétées dans les chiffres.
De la même façon, on va aller regarder le PI, donc c'est le prix par rapport aux bénéfices, et là de la même façon on constate qu'à l'époque on se baladait entre 15 et 20 et qu'aujourd'hui on est à plus de 30 ou autour de 30, ce qui est clairement élevé à mon avis. Et si on regarde aussi par rapport au flux de trésorerie disponible, on regarde la même tendance, on voit qu'on s'est baladé entre 10 et 20 pendant de très nombreuses années, et aujourd'hui on est constamment entre 20 voire même 30 sur les points hauts. Donc ça c'est que des ratios qui vous permettent de comparer par rapport au passé, donc en fait vous comparez le prix que le marché est prêt à payer l'entreprise dans le passé et aujourd'hui, et évidemment moi j'ai aussi fait une analyse plus poussée en projetant les estimations que j'ai dans le futur des marges, du chiffre d'affaires et donc forcément des bénéfices, du free cash flow, etc. Et ça me permet de trouver un prix à payer aujourd'hui, et ce prix à payer personnellement autour des 110 $, voire peut-être un petit peu plus. Je commencerai à me réintéresser à l'entreprise, à repousser mon analyse. Mais aujourd'hui à 178 $, je n'achète pas l'entreprise. Cependant, je ne la vends pas, car elle ne m'a donné aucune raison de la vendre. J'apprécie toujours le business, j'ai des gros gains latents dessus, donc clairement je ne vais pas la vendre, je la touche pas, je la laisse faire ce qu'elle a à faire tant que l'entreprise ne me pose pas de problème d'un point de vue fondamental. Et par contre voilà, je n'en achète pas plus non plus. On va maintenant parler de Tesla pour une raison un petit peu différente. En fait, il y a un auteur extrêmement connu, Walter Isaacson. Alors, je ne sais pas comment vous le prononcez en anglais, vous me pardonnerez si je l'ai amoché, mais voilà, bon, bref. Il va sortir un livre le 12 septembre. Personnellement, j'ai déjà lu 2 livres de cet auteur, et en fait, cet auteur, il fait des biographies sur des personnes qui ont eu des impacts sur le monde, dans la vie, etc. Et donc, il a écrit notamment 2 biographies que j'ai lues, une de Steve Jobs qui est extrêmement connue, et aussi une sur Albert Einstein. Et le 12 septembre, il va sortir un livre sur Elon Musk. Ce qui est intéressant dans la façon qu'il a de travailler, en fait, c'est que quand il écrit sur des personnes, évidemment, qu'il a rencontrées qui sont en vie, eh bien, il passe plusieurs années avec eux à les shadow. Donc, en fait, il reste avec eux au quotidien, il va dans toutes les réunions, etc. Évidemment, il dévoile pas les secrets d'entreprise, etc. Il écrit le livre un petit peu plus tard, et je suis certain qu'il a mis dans le livre que des choses qui ont été autorisées par Tesla. Ce qu'il fait aussi d'unique, c'est que quand il écrit son livre, il va parler à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des personnes, par exemple, qui aimaient Steve Jobs, que Steve Jobs lui-même, puisqu'il l'a rencontré avant qu'il meure, et aussi évidemment il va y avoir des personnes qui détestaient Steve Jobs. Et donc il a certainement fait pareil pour Elon Musk, et son objectif toujours c'est d'essayer d'avoir une vision un petit peu impartiale en prenant tous les avis et en condensant tout dans un livre. Ensuite le lecteur se fait sa propre opinion. Et le livre sur Steve Jobs est une pépite, et c'est pour ça que j'ai hâte de lire celui d'Elon Musk. Cependant maintenant vous allez me dire c'est qu'une biographie, c'est quoi le rapport avec Tesla, c'est quoi le rapport avec la bourse? Et bien en fait on a eu des extraits qui ont déjà été publiés, et en fait on risque d'avoir énormément d'informations sur l'entreprise Tesla, et comme ici on parle d'actions et de bourse, je tenais à vous en parler, puisque vous allez voir, on va regarder maintenant ensemble des extraits que je vais vous traduire, ils sont en anglais, mais vraiment il y a des informations qui sont des pépites si on est investisseur dans l'entreprise. Je vous retrouve maintenant sur les extraits du livre, on va regarder que quelques passages ensemble pour juste que je vous donne une idée de ce qui va être dit dans ce livre, on l'espère, et ensuite vous pourrez très bien aller le lire vous-même si ça vous intéresse. Donc au début là il parle du concept des robotaxis, et c'est issu de réunions qui ont eu lieu en novembre 2021, et Elon Musk explique par exemple qu'il faut à tout prix se concentrer sur le volume, sur la quantité, parce qu'ils n'arriveront jamais à en produire assez, parce qu'il est persuadé que son business va fonctionner et qu'ils vont vendre des millions de robotaxis. Ça on verra, c'est pas encore fait. Et ensuite il continue à en parler, et c'est vraiment excellent parce qu'on rentre dans des réunions extrêmement techniques auxquelles l'auteur a pu assister, et ici par exemple ils disent mais comment est-ce qu'on va faire par exemple si le robot doit rentrer dans un parking et qu'il y a une porte au niveau du parking? Est-ce que la voiture, donc robotaxi, on lui met un bras pour qu'elle puisse appuyer sur les boutons par exemple? Et ensuite il y a eu le fameux débat sur est-ce que l'on met ou pas un volant et des pédales dans la voiture? Et là ça va aussi nous donner des idées sur le caractère du patron, donc Elon Musk, et on va voir un petit peu son avis et comment il réagit et comment il gère l'entreprise. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc là en fait dans la réunion il parle un petit peu du fait qu'on fasse un robotaxi, mais qu'il y aurait le risque qu'il sorte avant que la conduite autonome soit résolue. Donc là vous avez le designer en chef qui s'appelle Franz, et il est très connu, il est souvent dans les interviews avec Elon Musk, je ne prononcerai pas son nom de famille cependant, et il dit en fait à Elon Musk dans une réunion que le problème c'est que si on ne met pas de volant, de pédales, etc., et ben clairement on pourrait se retrouver à un moment où on a des produits qui sont invendables, qu'on ne peut pas mettre sur la route parce qu'on n'a pas encore résolu la conduite autonome. C'est ce qu'il dit ici. Et ensuite vous avez Elon Musk qui dit non, pas de miroir, donc pas de rétroviseur, pas de pédales, pas de volant. Je prends la responsabilité, c'est moi qui décide et on ne le fera pas. Et là, il y a une personne qui dit on reviendra sur le sujet plus tard, histoire de ne pas énerver le patron. Et là, il dit du coup que le patron, donc Elon Musk, il est rentré dans un de ces états où il est extrêmement froid. Et il a dit laissez-moi être clair, cette voiture doit être conçue comme un robotaxi.
on va prendre le risque et si ça échoue, c'est de ma faute. Ensuite, il dit qu'il est hors de question, en gros, qu'ils fassent une voiture qui soit moitié finie, moitié pas finie, et qu'ils sont à 100% dans l'autonomie et qu'ils prennent le risque. Évidemment, on n'est pas sur une traduction littéraire, je vous traduis un petit peu l'idée des phrases, et vous pouvez les lire en anglais et mettre pause si vous le souhaitez. Donc ensuite, voilà, il y a d'autres passages où il parle notamment dans une réunion dans l'avion et il explique qu'il y croit énormément et que pour lui, c'est le futur de Tesla, surtout d'un point de vue de la valorisation boursière, donc n'hésitez pas à lire tout ça. Et là, on va avancer un petit peu dans le temps et vous allez voir à quel point, en fait, Elon Musk n'est pas seul dans cette entreprise et qu'il y a d'autres personnes extrêmement brillantes qui savent aussi travailler avec lui et qui vont justement lui amener un compromis qui va permettre à la fois de faire son robot taxi, mais aussi de limiter les risques. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont revenus vers lui un petit peu plus tard, l'équipe de Tesla, et ils lui ont proposé en fait de faire une plateforme dont ensuite on a entendu parler dans des présentations. Et l'idée en fait, c'est d'avoir une plateforme qui pourra à la fois être un robot taxi ou une voiture à 25 000 $, parce qu'on sait que c'était une autre idée qu'il avait aussi. Et c'est ce qu'il dit ici, il dit on a réussi à le convaincre, donc le patron Elon Musk, que si on faisait une usine avec une plateforme, on pourrait à la fois faire un robot taxi et une voiture à 25 000 $ avec la même architecture. Et au final, ça va grandement aider au niveau des coûts de production. Et donc là, il dit qu'à la fin de la réunion, le patron, il n'était pas satisfait parce qu'en fait, pour lui, faire une voiture à 25 000 $, c'est pas ultra pertinent et il est beaucoup plus intéressé par l'autonomie, c'est-à-dire qu'il est visionnaire et clairement, lui, il voit beaucoup plus loin que simplement vendre des voitures, mais il y a aussi des gens qui le ramènent à la raison. Et j'ai hâte de lire ce livre parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de pépites où on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aident et qu'il n'est pas seul à construire ces entreprises. Ensuite, on voit qu'en février 2023, donc là, c'est pas longtemps du tout. Donc ça vous montre vraiment que le livre a été écrit assez récemment et il a été écrit avec des réunions récentes. Et donc, ils ont montré à Elon Musk des modèles, donc des propositions pour le robot taxi et la voiture à 25 000 $. Et ce serait un petit peu du style Cybertruck, donc certainement de l'acier inoxydable sans peinture, donc un style assez nouveau. Et Elon Musk a clairement aimé le design. Et ensuite, là, on va apprendre d'autres informations extrêmement intéressantes, et puis après, je vous laisserai lire la suite, et j'ai hâte de lire le livre, et peut-être que vous le lirez aussi. Là, en fait, il dit qu'au départ, il voulait donc faire cette nouvelle plateforme au Mexique, mais que finalement, eh bien, ils ont changé d'avis, parce que ce sera une ligne certainement très automatisée, et donc, il pense plutôt la faire à Austin, tout simplement parce qu'il dit qu'il a les bons ingénieurs là-bas, il peut aussi être présent sur place, il y va souvent, et il veut toujours que les ingénieurs soient à côté des lignes d'assemblage. Et donc, je pense que là, il joue, entre guillemets, la sécurité, parce que il faut des années avant que les équipes d'ingénieurs en local obtiennent de la performance. D'ailleurs, on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, les ingénieurs à Shanghai, au début, c'était un design californien, et puis ensuite, très très vite, leurs ingénieurs sur place se sont mis à produire eux-mêmes, et très certainement qu'il y aura des ingénieurs aussi au Mexique. Cependant, il ne veut pas prendre le risque, et il explique que très très certainement, le robot taxi et cette nouvelle génération de voitures seront d'abord faits à Austin. Et ça, c'est des décisions qui ont eu lieu en mai 2023. Donc ce livre, c'est pour ça que je voulais vous en parler. J'ai l'impression qu'on va obtenir des informations extrêmement récentes sur l'entreprise. Et pour nous qui investissons, en tout cas moi qui investis dans l'entreprise, et même de toute façon l'entreprise est au S&P 500, clairement on va avoir des informations qui je pense vont être extrêmement intéressantes. Et pour finir cet article, vous voyez qu'on voit que ici, l'été 2023, il était encore en train de passer des heures chaque semaine avec ses ingénieurs et les équipes de conception sur les lignes de production pour essayer de gagner du temps, améliorer les processus pour toujours être meilleur et tout simplement augmenter les marges, puisque si on est plus efficace, plus productif, on améliore les marges. Donc voilà, excellent article, excellent extrait du livre et j'ai vraiment hâte de lire le livre en entier. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de la vidéo et je vais vous parler un petit peu de mon portefeuille. Donc clairement, actuellement, j'ai 24 actions en portefeuille et pour moi, c'est trop. Comme j'aime souvent le dire, c'est assez difficile d'être dans une situation où on se dit j'aime l'entreprise 3, mais j'aime autant l'entreprise 22. Il y a un moment, si on en a autant, clairement, il faut faire des choix et on n'a évidemment pas les mêmes convictions sur toutes les entreprises. Et on sait qu'à partir de 12-15 actions, la diversification peut être assez bonne. Et le gros problème, surtout pour moi, en fait, c'est que je n'ai pas forcément le temps d'analyser toutes ces actions parce que j'ai le travail en parallèle, j'ai l'immobilier, j'ai YouTube, j'ai mes investissements à gérer. Et donc, j'aimerais clairement réduire à 15 actions dans mon portefeuille. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'en enlève 9. Ça va se faire sur le très long terme. Je ne vais pas faire ça en un jour. Cependant, j'y pense et je commence. La première victime, je tiens à vous le dire, puisque je vous partage tout le temps les entreprises que je compte acheter ou que je compte vendre ou que j'ai vendues. J'ai vendu Pubmatic avec une toute petite plus-value. J'avais un coût de revient largement sous les 15 $ et là, je l'ai vendu, je crois, à 14,4. J'avais un ordre en continu et il est passé automatiquement. Et en fait, c'est pas une entreprise que je n'apprécie pas, pas du tout, mais je vois des meilleures opportunités et l'action, elle n'a pas performé autant que mes prévisions, surtout d'un point de vue de la croissance. Et donc, il y a un moment, j'accepte que j'ai pas forcément eu tort, j'ai pas perdu d'argent et elle n'a pas fait grand-chose sur 1 an et 2 mois que je l'ai possédée globalement. Elle n'a pas bougé, mais à un moment, j'accepte de tourner la page parce que je dois mettre cet argent ailleurs. C'est un choix que je fais.
Et si je vous dis ça, c'est aussi parce qu'elle ne fait pas partie de mes plus grosses convictions. Je vois toujours du potentiel futur, même si sur le court terme, clairement, pour moi, il y aura de la fluctuation parce qu'on est sur de la publicité et avec un économie qui ralentit, on sait qu'on souffre sur ces secteurs. Mais voilà, après 1 an et 2 mois, j'ai décidé de m'en séparer pour mettre le capital sur des plus grosses convictions. Et sachez qu'une partie de l'argent que j'ai ressorti de Pubmatic est aussi partie dans des ETF le 1er septembre quand j'achète mes ETF chaque mois. Maintenant, je pense aussi baisser mes positions sur Adobe et Meta et prendre des plus-values, ou du moins commencer à prendre des plus-values. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement, c'est pas encore fait, mais j'y pense énormément. Donc en fait, je possède Adobe depuis mars 2022, donc ça fait un peu plus d'1 an. J'ai 40% de gains latents dessus avec un prix de revient unitaire autour des 400$. Et honnêtement, mon problème, c'est que la position, elle est trop petite dans mon portefeuille. Et c'est donc compliqué de justifier que je garde une petite position que je dois suivre au quotidien, écouter toutes les conférences, regarder les articles, etc., alors qu'elle pèse trop peu dans le portefeuille. Et en même temps, maintenant, elle est trop chère et je ne vais pas l'acheter, je crois qu'elle est à plus de 550$. Donc forcément, vu que le suivi me prend beaucoup de temps, eh bien je me pose des questions. Je l'ai au S&P 500, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, avec des revenus récurrents, de l'innovation, etc. Mais ma position, je l'ai faite trop petite au départ, je ne me vois pas mettre plus maintenant, donc soit je la conserve et j'attends que ça rebaisse, soit elle continue à monter, mais dans tous les cas, ça fait que j'ai toujours 24 actions en portefeuille et que j'ai toujours beaucoup trop de choses à suivre. Donc même si je l'apprécie, j'hésite vraiment à la sortir, tout simplement pour ces raisons. Et la dernière entreprise, c'est Meta, que je possède maintenant depuis les premiers achats que j'ai fait en mars 2020. J'ai un prix de revient unitaire dessus à 204$. D'ailleurs, si vous en rappelez, on a beaucoup acheté la baisse sur Meta quand elle était très basse et qu'on disait que le métaverse c'était une catastrophe et que l'entreprise allait faire faillite et que de toute façon que c'était la fin du monde, la bourse s'écroulait. Et au final, quand nous sur la chaîne on regardait la croissance des revenus qui certes ralentissait, mais aussi les marges énormes, la puissance de l'entreprise avec le fait qu'ils aient autant d'utilisateurs, etc. Et personnellement, je l'avais beaucoup acheté. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler sur l'entreprise, sur sa croissance, son potentiel de croissance. Est-ce qu'elle est surévaluée en ce moment? À savoir aussi que c'est une entreprise que j'ai au S&P 500, qui est une grosse entreprise, c'est une des GAFA. Elle pèse aussi presque 2% dans le S&P 500 la dernière fois que j'avais regardé. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que je décide de faire, c'est pas encore décidé, mais entre réduire le nombre d'actions dans mon portefeuille, enlever une entreprise que j'apprécie beaucoup, mais qui n'est pas ma plus grosse conviction, c'est certain. J'aime l'entreprise, j'aime son cash flow, j'aime le fait qu'elle était complètement sous-évaluée. Ça fait aussi plus de 3 ans maintenant que je l'ai en portefeuille, donc je me pose un petit peu des questions, et j'ai vu aussi 2-3 choses qui m'ennuient, notamment liées à la politique, à la liberté d'expression, etc. Et des fois, j'aime bien aussi me protéger de ces idées de polémique, donc on verra, j'ai beaucoup de choses à réfléchir, ce n'est pas encore fait, et si je viens à le faire, et en tout cas vous aurez déjà été au courant que j'y pensais, peut-être que j'en ferai une vidéo un jour. Je vous avoue que j'ai tellement d'idées d'ailleurs de vidéos que j'ai pas le temps de tout traiter, j'ai pas le temps de parler de tout. Je fais que 2 vidéos par semaine parce que faut aussi que je puisse tenir le rythme, et puis encore une fois j'ai d'autres activités à côté. Donc voilà, on verra ce qui se passe, mais je tenais un petit peu à vous en parler déjà. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme et un petit peu ma vision des choses, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et pourquoi pas même passer dire bonjour sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.